L'idée dès le début, ça a été de dire, en fait, on va monter un vrai fonds d'investissement et on va essayer d'avoir l'avantage des réseaux de BA et l'avantage d'un vrai VC. Et du coup, j'ai pas mal été regarder ce qui se faisait aux US autour de cette notion de community VC. Et l'ADN d'Asterion, c'est de réunir pour chaque start-up les meilleurs business angels possibles pour cette start-up donnée, donc de faire ce qu'on appelle du deal by deal, de monter un SPV, une holding pour chaque start-up, où on va regrouper des gens qui croient vraiment au projet et qui prennent l'engagement d'aider et de passer une dizaine d'heures par an pour aider les entrepreneurs ou leurs équipes. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bourbier. Stéphane qui est fondateur et managing partner de Asterion Ventures. Asterion, j'ai regardé un petit peu ce que vous écrivez sur vous pour vous définir, parce que je me dis est-ce que c'est un fonds, est-ce que c'est une communauté d'investisseurs, et j'ai vu que vous vouliez prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde. J'ai trouvé ça beau, donc j'avais envie de le mettre en introduction. Mais je vais te laisser te présenter toi, qui tu es, ton parcours, et puis Asterion. Je suis sûre que tu le feras beaucoup mieux que moi. Ok, merci. Déjà trop content de passer ce moment ensemble. Alors moi, j'ai un ADN d'entrepreneur. J'ai démarré, comme beaucoup de mecs de ma génération, j'ai 54 ans, j'ai démarré dans le Minitel sur une espèce de version préhistorique de Parcoursup pour aider à l'orientation scolaire. Et puis après, j'ai passé pas mal de temps dans des sujets très très financiers, et on en reparlera. Il y a 2-3 parallèles marrants à faire avec le métier de VC quand on a été dans de la grosse finance qui tâche sur un peu des méga deals, où j'étais en corporate finance chez Arthur Andersen. Puis après, j'avais monté un cabinet de conseil en strat sur des sujets très financiers pour aider des très grands groupes sur leurs enjeux de stratégie immobilière et comment les aligner avec leur stratégie globale. Et j'ai eu la chance de vendre mes parts assez jeune, j'avais encore 36 ans. J'ai fait une très longue parenthèse pour plein de choses, et déjà un peu de crise post-exit. Et d'ailleurs, on a un groupe d'entrepreneurs qu'on réunit tous les mois, qui change à chaque fois, qui s'appelle Life After Exit. Et la vie après l'exit n'est pas si simple. Et je me suis occupé pas mal d'une association qui fait l'accompagnement de gens en fin de vie, en soins palliatifs. Et j'ai passé pas mal de temps à m'occuper de mes enfants, de moi, etc. Et puis après, j'ai fait un peu de business angeling, plutôt dans des sujets fintech. Et les hasards de la vie ont fait émerger Asterion. Après, c'était il y a 6 ans, j'ai investi pour la première fois dans une start-up à impact qui s'appelait Clear Fashion. Et pour beaucoup de gens de ma génération, il y avait une vraie séparation entre l'impact, c'était un peu l'associatif, la philanthropie, et le vrai business, les vraies boîtes. Et j'avais un peu ça, je passais mes journées à m'occuper de mon asso, et puis le soir, j'étais business angel dans des fintech. Et Clear Fashion, c'est la première fois où j'ai vu deux entrepreneurs avec une vision incroyable qui était, on va changer le monde de la mode en filant une information transparente aux consommateurs. On veut monter un méga business, mais plus notre business va grandir, plus on va avoir un impact positif sur le monde. Et là, ça a été une espèce de révélation pour moi d'ikigai, en me disant, mais ouais, en fait, c'est super. Et donc, j'ai commencé à regarder plein de dossiers impact, à investir avec pas mal de BA qui étaient intéressés par ces sujets. Et on était un groupe de 50, 70 BA qui aimaient bien regarder des dossiers ensemble. Et après, arrive le Covid, et donc confinement, un premier, un deuxième. Et au bout d'une dizaine de jours, je crois que les gens n'en pouvaient plus de tourner en rond chez eux. Il y a des mecs qui m'appellent, ou des femmes qui me disent « Je t'appelle de la part de Francis Napès, de blabla. Il paraît que tu fais de l'impact. Moi, je suis vraiment à un moment de ma vie où j'ai envie d'être utile. » Ou bien mes gamins, que maintenant je vois tous les midis et tous les soirs parce que je suis à la maison, n'arrêtent pas de me dire qu'il faut que je fasse un truc pour la planète.
il paraît que tu fais de l'impact, est-ce que tu peux m'envoyer tes dossiers? Et c'est de là qu'est né Asterion. Et du coup, comment je définis Asterion? Je le définis comme un long-term community VC. Puisqu'en fait, en sortie de ce deuxième confinement, on était plus de 300 à vouloir aider des startups. On avait tous plutôt monté nos boîtes, plutôt entrepreneurs. Et on avait cette double motivation qui était d'aider des first-time entrepreneurs, parce qu'on avait eu la chance de réussir nos projets, dans des projets bons pour la planète. Et cette posture de care a très vite donné ce prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde, qui est un vrai truc qui nous habite, d'être un VC un peu différent dans la manière d'accompagner, d'aider nos first-time entrepreneurs. Et en faisant du business angeling dans des réseaux ou indépendants, etc., j'avais vu toutes les limites du système, à la fois pour vraiment aider des startups. Il y a un côté très amateur quand on est business angel, aussi parce que j'avais fait des conneries, parce que j'avais pas fait une due deal complète à 360 degrés de la boîte, où j'avais suivi l'avis d'un copain qui m'avait dit « vas-y, c'est bien ». Enfin voilà, on a tous fait quelques erreurs. Et puis quand tu investis dans des bons dossiers, des dossiers qui cartonnent, tu es après plutôt maltraité dans les tours de série B-C-D, les tours ultérieurs. Et donc, c'est un peu compliqué de t'y retrouver en termes de création de valeur en tant que business angel. Et donc, l'idée dès le début, ça a été de dire, en fait, on va monter un vrai fonds d'investissement et on va essayer d'avoir les deux, l'avantage des réseaux de BA et l'avantage d'un vrai VC. Et du coup, j'ai pas mal été regarder ce qui se faisait aux US autour de cette notion de community VC. Et l'ADN d'Asterion, c'est de réunir pour chaque start-up les meilleurs business angels possibles pour cette start-up donnée, donc de faire ce qu'on appelle du deal by deal, de monter un SPV, une holding pour chaque start-up, où on va regrouper des gens qui croient vraiment au projet et qui prennent l'engagement d'aider et de passer une dizaine d'heures par an pour aider les entrepreneurs ou leurs équipes. Tu as combien d'investisseurs en général par deal? Écoute, on a un petit peu changé le modèle. Initialement, on avait à peu près 50 investisseurs par deal. Nous, on est lead, lead investor ou co-lead. On rentre en pre-seed seed. Donc, on rentre sur des tours entre 500 000 et 3-4 millions d'euros. Et nos tickets à Asterion, c'est entre 500 000 et 2,5 millions à peu près. Enfin, on a fait une fois un tour à 3,5 millions, mais voilà, notre sweet spot, c'est 500 000, 2,5 millions. Et nos investisseurs mettent en moyenne 30 000 euros. Mais tu peux rentrer dans un deal à partir de 10 000 euros. On fait même des demi-tickets à 5 000 quand tu as le data scientist de Blablacar qui se dit qu'il a envie d'aider cette boîte, mais qu'il n'a pas encore cash-outé, etc. Ce qu'on veut, c'est son expertise. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il y avait des gens qui me disaient « Mais Steph, tu m'appelles que dans tes deals SaaS quand tu as besoin d'un CTO pour coacher le CTO, mais tes startups industrielles, Everdyte et Biopigment dans l'industrie textile, moi, j'ai envie d'être dans l'aventure, j'ai envie de diversifier mon risque et d'être aussi dans des boîtes indus. Donc, si tu m'appelles que sur les deals où je peux aider, je suis un peu frustré. » Et du coup, on a commencé à monter des vintage annuels et du coup, on a des investisseurs qui sont avec nous soit dans un fonds annuel, un vintage. On lève chaque année 2 fois 8 millions d'euros de poche pour investir soit en pré-seed, soit en scale dans des boîtes un peu plus matures. Et donc, quand on fait un deal, on monte un SPV dédié et notre vintage va prendre 60% du tour de table et 40% est réservé à des BA qui peuvent vraiment aider. Et du coup, maintenant, on a plutôt une trentaine de BA pour chaque start-up. D'accord, ok, très clair, super. Et donc, votre stratégie, c'est quand même plutôt d'aller vers des start-up avec des entrepreneurs qui entreprennent pour la première fois, en général? Ouais, c'est un peu notre sweet spot. On a eu un ou deux repeats, mais en fait, on aime transmettre ce qu'on a appris à des gens qui ne l'ont pas encore appris. On trouve qu'on a tous eu de la chance de réussir et c'est assez sympa ce give back et ce double give back. Et puis après, en tant qu'investisseur et donc en termes de perf, de TRI ou de return, les repeat entrepreneurs, tu rentres sur des valos qui sont stratosphériques et c'est hyper dur d'avoir un très gros multiple. Alors certes, ils savent bosser, ils ont déjà fait un tas de conneries, les projets sont dérisqués, mais enfin, ça se paye très très cher. Et nous, du coup, on arrive à rentrer sur des tours où on rentre sur des valos très très raisonnables, mais on apporte grâce à notre réseau, à notre communauté, et si tu veux, je reviendrai un peu sur tout notre art d'accompagner des startups, on arrive à les dérisquer, à les accélérer
et à générer du coup pour nos investisseurs des returns bien plus élevés puisqu'on rentre sur des valos 2, 3, 4, 5 fois inférieurs à celles d'un repeat entrepreneur. Ok, très clair. On y reviendra après, effectivement, mais j'avais envie de t'entendre justement sur ce contexte de l'investissement à impact. En plus, on sait que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément le vent en poupe en ce moment, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. En même temps, vous avez vraiment cet ADN-là. Quel regard, toi, tu portes sur le contexte actuel de l'investissement à impact, sur l'écologie, sur le social, sur tous les autres enjeux qui peuvent être importants et quelle vision tu as aussi vis-à-vis des investissements que tu portes, d'autant que tu as en plus, il me semble, une approche que je trouve particulièrement intéressante et qui s'entend dans le pragmatisme avec lequel tu as construit Astarion. C'est-à-dire qu'il y a quand même... L'idée, c'est pas de dire on fait du bénévolat et on donne notre argent à des associations. Il y a quand même cette logique d'aller chercher de la croissance, d'aller chercher de la performance. Et ça, j'aimerais bien que tu puisses me détailler un peu plus cette approche-là, justement. C'est passionnant comme sujet et surtout que suivant les différents fonds impact ou les fonds pas impact qui font de l'impact, il y a des approches très très différentes. Nous, notre perception, notre culture chez Astarion, elle est déjà de dire que bien sûr on prône la décroissance, on pense que notre monde doit changer ou en tout cas qu'il doit y avoir des déplacements de pans d'économie. Par exemple l'économie du care, prendre soin des plus fragiles d'entre nous. Ça génère pas de CO2 et ça génère énormément de bien-être et ça n'abîme pas le PIB. Donc tu peux avoir des déplacements de consommation. On pense qu'il doit y avoir des sujets de décroissance. Je suis un grand fan de vélo, je fais toutes mes vacances en vélo et on y croit beaucoup. Mais en même temps, on pense qu'il y a urgence pour agir. Et on pense que ce monde doit se transformer vite, très vite, et que pour ça, on a besoin de créer des boîtes qui vont avoir des trajectoires d'hypercroissance et qui vont être les géants de demain. Et nous, c'est ces boîtes-là qu'on choisit. Et on pense aussi que pour un monde plus souhaitable, plus désirable, il faut investir non pas des dizaines de milliards ni des centaines de milliards, mais des milliards d'euros ou de dollars. Et pour pouvoir flécher massivement de la finance dans ces transitions dont le monde a besoin, il faut générer de la performance. Tu ne peux pas t'adresser juste à la poche philanthropie des familles. Il faut qu'on génère de la perf. Et nous, tout notre enjeu, c'est de montrer que cette classe d'actifs de la climate tech ou de la social tech, qu'on appelle ce grand chapeau de l'impact, peut générer une performance supérieure à celle de beaucoup d'autres classes d'actifs. D'ailleurs, un truc marrant, tu pourras faire l'exercice, mais si tu demandes à ChatGPT, en lui disant aujourd'hui j'ai 1 million d'euros à investir et quelle allocation d'actifs tu me recommandes entre de l'immobilier, de la crypto, des actions, etc. Et si je vais sur du VC, est-ce que je vais plutôt sur de l'IA ou plutôt sur de la climate tech ? Si tu lui dis en plus que tu crains un scénario un peu inflationniste avec les tarifs de Trump, tu vois que la poche VC, climate tech ou impact, elle est énorme en fait. Et donc, il met quoi comme ratio ? Écoute, suivant exactement comment tu fais ton prompt, tu vas jusqu'à du 20 ou 30% dans les scénarios les plus agressifs, donc les plus à risque, mais tu vas jusqu'à 30% de VC climate tech sur une enveloppe d'1 million. Alors c'est ChatGPT, mais c'est quand même marrant, je trouve. Donc en tout cas, notre thèse, nous, c'est d'aller générer de la performance et donc de choisir des boîtes qui ont une potentiel de trajectoire d'hypercroissance. On a beaucoup plus de mal à en trouver dans l'impact social, sociétal. C'est 15% de notre portefeuille. On a 3 boîtes sur 26, ça doit être à peu près ça. Mais on pense qu'on a besoin de tout autant d'impact social et on a besoin de boîtes techno-solutionnistes qui vont, comme Everdye, qui s'adresse au marché de la teinture dans le textile. Le textile, c'est à peu près 10% des émissions de CO2 au niveau mondial, enfin 9 à 12 suivant les études. La teinture, c'est 40% de ce volume d'émissions. Donc là, on bosse sur une boîte qui peut adresser 4% des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est juste fabuleux, c'est vraiment de la tech, de la deep tech, mais on est aussi super heureux d'accompagner Bocoloco qui travaille sur la consigne, tu vois, et donc des changements d'usage et là de la déconsommation pour éviter tous nos emballages jetables. Et on croit à ces deux types de boîtes et on croit aussi à la biodiversité tout autant que la tonne de CO2. Donc pour nous, l'impact, c'est très holistique. On pense qu'il faut prendre le sujet de l'amélioration du monde par tous les bouts. De l'Indus, de la marketplace, de l'économie circulaire, du SaaS, et par tous les thèmes, et que c'est aussi bien de la mode, de l'énergie, du transport, de l'alimentation. Ok, et vous arrivez
à mesurer justement cet impact? Est-ce que vous avez, parce que en plus nous c'est un sujet qu'on regarde beaucoup aussi avec Sapiens, mais les méthodes pour mesurer de manière précise, de manière comparable, de manière évolutive dans le temps, l'impact et des impacts aussi divers que ceux que tu viens de décrire sont quand même pas évidentes à trouver. Vous avez trouvé une martingale, je sais pas, mais en tout cas quelque chose dont vous êtes content et qui satisfait vos investisseurs? Ouais, écoute, on s'est beaucoup posé la question et c'est super compliqué. Déjà, culturellement, je pense, moi, que la mesure crée souvent la dérive. Y a un truc qui est dramatique, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y a un gouvernement qui s'est mis en tête de mesurer le taux d'élucidation des crimes dans les commissariats. Donc il fallait que chaque commissariat puisse montrer qu'il était performant et qu'il arrivait bien à élucider les crimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics ont arrêté de prendre les plaintes sur les dossiers les plus compliqués. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux trouver souvent. Je l'ai vécu, moi, à l'hôpital, en soins palliatifs. Je me méfie beaucoup de cette notion toujours d'indicateur, où je pense qu'il peut y avoir un vrai sujet de dérive associée. De l'impact, c'est hyper compliqué. L'impact, selon Marc Batty, c'est passionnant, mais c'est pas le même impact que selon tel ou tel investisseur. Et je pense qu'on a besoin de prendre la transformation du monde sous tous ses angles. Et du coup, pour nous, c'est holistique, c'est une philosophie. Le guideline qu'on s'est fixé absolu, c'est de dire que chacune de nos startups doit devenir entreprise à mission, doit elle-même définir son cadre et ses indicateurs. Du coup, on n'a pas d'indicateur consolidé parce que, si tu veux, quand on est sur Darwin qui s'adresse à la mesure de l'impact des grands groupes sur la biodiversité, ça n'a rien à voir avec celui d'Everdye dont l'indicateur est la tonne de CO2 évitée et le nombre de mètres cubes d'eau non polluée. Donc, chaque startup va avoir ses indicateurs. Elle a un comité mission, elle a un rapport de mission à faire, elle a un audit de ces indicateurs, mais qui peuvent être très très différents et s'adresser à des sujets très très différents. Et évidemment, l'impact social n'a rien à voir avec de la tonne de CO2. Quoi. Et je trouve que tu as un peu, quand je te disais l'impact crée la dérive, tu as un peu cette problématique de beaucoup de fonds qui sont montés sur la tonne de CO2 évitée ou éliminée. Et sans forcément voir tous les side effects. Des fois, c'est pas le CO2 le plus important quand tu es dans la consigne, mais en fait, pour qu'une bouteille de verre émette moins de CO2 qu'un emballage plastique jetable, il faut qu'elle soit réutilisée 7 à 8 fois. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais par contre, d'éviter de relâcher des plastiques et des microplastiques partout dans la nature, c'est hyper important et ça ne se mesure pas en CO2. Quoi. Donc, ça a été un peu, je trouve, l'inconvénient de tous ces fonds drivés par un ou deux indicateurs impact. C'est des fois de ne pas prendre en compte les effets secondaires associés, les effets négatifs de certaines startups et de se restreindre dans une thèse peut-être un peu trop étroite. Alors qu'on a besoin de tellement d'initiatives pour faire un monde meilleur. Très clair et j'entends ton point, effectivement. C'est aussi une bonne manière de répondre à cette problématique que de reconnaître la nécessaire singularité de chacune des actions qui sont menées. J'ai oublié de te dire un truc, mais qui est fondamental dans nos valeurs. C'est que chez Asterion, on a quelques valeurs ou positions clés qui est vraiment l'indépendance d'esprit et la confiance a priori. Et nous, on fait confiance dans les entrepreneurs qu'on choisit et on est hyper attentif à leur intentionnalité et pourquoi ils montent ce projet. Et ça, je pense que c'est une guideline que tu peux pas mettre dans des indicateurs. On fait des due deal RH, mais à la fin, est-ce que tu investis sur des good guys ou des bad guys? C'est quand même ce qui va changer la trajectoire de la boîte, quoi. Et ça, c'est dur à mesurer. Par contre, on passe énormément de temps avec les entrepreneurs pour bien sentir leur intentionnalité au départ. Et ça, c'est clé. Et puis, c'est la beauté de ce métier, c'est d'investir sur des super équipes, quoi. Tu parlais tout à l'heure de l'exercice que tu as fait avec ChatGPT sur l'allocation. Et ça tombe bien parce que, d'autant plus que tu as eu une vie finance plus classique avant d'arriver sur ce projet d'Asterion. Est-ce que tu as une idée, toi, de comment justement dérisquer son investissement dans l'impact? Je te dis ça parce que nous, on a évidemment, je trouve qu'il y a énormément d'actions qui portent sur de l'investissement en venture, sur des entreprises à impact, mais qu'on a une offre qui est beaucoup plus difficile à trouver sur des sujets de LBO, sur des sujets de growth. Or, dans une approche d'allocation globale, et je t'apprends rien là-dessus, on peut
difficilement proposer à un entrepreneur de faire que du BA. Et j'imagine aussi bien dans les discussions que tu peux avoir avec tes investisseurs que de son expérience personnelle. Est-ce que, en général, face à toi, tu as des gens qui ont, du coup, d'une part, leur implication à Asterion, où ils font du venture, et puis à côté, ils ferment les yeux, ils se pensent le nez, et puis ils mettent leur argent ailleurs? Ou est-ce que tu as aussi trouvé des manières de construire une allocation plus globale qui arrive justement à intégrer cette dimension et cette exigence sur l'impact? Ouais, alors... Bon, moi, je ne suis pas aussi expert que toi et que vous, et très loin s'en faut. Déjà, dans notre premier sujet, qui est je veux investir dans du VC Impact. Je pense qu'il y a quelques règles, et notamment d'être hyper diversifié. Je trouve que c'est assez compliqué. Tu vois, il y a eu la grande vague des fonds nouvelles alimentations, alimentation durable, agriculture régénérative. Ça peut être compliqué d'aller sur des fonds très thématisé si c'est plus la mode aujourd'hui. Et les fonds alimentation, pour beaucoup, ont sous-performé, mais demain, ce sera peut-être le cas des fonds océans, ce sera peut-être... Voilà, donc, je pense aller sur l'ensemble des secteurs qui touchent à l'impact et avoir une approche aussi très large. Je trouve que c'est important d'aller dans des sujets industriels, c'est important d'aller dans des boîtes SaaS, c'est important d'aller dans la finance et dans les énergies, etc. Donc ça, c'est hyper important. 2, tu peux te poser pas mal la question aujourd'hui de à quel cycle je veux rentrer. Est-ce que je veux rentrer en pré-seed seed ou est-ce que je veux rentrer en growth ou plus tard? On est, nous, très pré-seed seed, mais aussi par croyance. D'abord, on kiffe faire ça, on kiffe les débuts de projet, mais on pense aussi qu'on est à l'aube d'un monde qui change et que ces boîtes qui démarrent aujourd'hui, il va y avoir des histoires de dingue. 3, tu veux être au bon endroit. Et aujourd'hui, tu as quand même vachement plus intérêt à investir en Europe qu'aux US. Et ça, nous, on le sent. Et en Europe, tu as 3 grands marchés sur l'impact, la Climate Tech. Tu as l'Allemagne, les Nordiques et la France. Et en France, on est plutôt super bon, avec une maturité citoyenne de dingue, des atouts européens qui est quand même une réglementation qui continue à pousser à la transfo, beaucoup de grands groupes. Et on voit, nous... sur les 26 boîtes dans notre portefeuille, on a déjà vendu une, Axio à Apave, mais il y a plus de la moitié qui ont des offres de rachat de grands groupes qui sont en cours de transfo, donc il va y avoir aussi beaucoup de liquidités. On a des étudiants, on fait le classement des grandes écoles qui fournissent les plus gros contingents de fondeurs dans l'impact. Mais aujourd'hui, l'X c'est le deuxième, c'est AgroParisTech en premier, et t'es ingé à l'X, en fait tu veux monter une boîte impact. Et donc on a des ingés incroyables, bref, on a tout pour réussir en Europe en particulier. Et là on commence à avoir des équipes internationales où il y a un Français dans la team qui envisageait de monter leur boîte aux US et qui nous appelle en disant finalement on va la monter en Europe et plutôt en France. Et ça commence à arriver, là tu vois les premiers decks d'équipes qui ont des Américains dans la team et qui se disent finalement on vient en Europe. On a des Québécois qui nous appellent en disant on va investir hors zone économie dollar et on veut venir du coup investir massivement en Europe. Et dans l'impact, on croit beaucoup à la France. Donc je pense que c'est pas idiot de te poser la question de où j'investis. Et si tu veux faire l'impact, je préconiserais plutôt l'Europe et pas forcément que la France que les US. Après, sur ta question plus large, il y a des actifs impact en immobilier. Tu peux faire des trucs géniaux sur de la rénovation énergétique, sur de l'impact social, sur du co-living. Après, il faut trouver des gens qui vont pouvoir t'emmener les bons produits et bien sûr ne pas faire que du VC. Mais tu peux faire de l'impact de plein de manières différentes et c'est ça qui est assez sympa, quoi. Tu as évoqué plein de sociétés dans lesquelles vous avez investi, que vous avez revendu. Est-ce qu'il y a une ou peut-être plusieurs participations qui sont particulièrement marquées et dont tu pourrais nous parler en détail pour nous expliquer justement comment vous les avez rencontrées, qu'est-ce que vous avez apporté dans votre accompagnement, comment est-ce que vous êtes éventuellement sortis, si c'est déjà le cas? Oui. Écoute, évidemment, on les kiffe toutes nos participations. On ne dit pas que toutes les autres sont nulles. J'ai pas dit la meilleure, j'ai dit une qui t'a marqué. Une histoire que je trouve sympa. Je te parlais d'Everdye et je trouve que c'est pas mal parce que c'est un projet que tout le monde peut comprendre facilement. Everdye, c'est des biopigments pour l'industrie textile. Donc aujourd'hui, pour teindre ta veste, tu dois tremper cette fibre dans des bains très chimiques pendant très longtemps, à très haute température, et des fois avec 2-3 bains différents. En général, ça se fait dans des pays en voie de développement. Le Bangladesh, l'Inde, la Tunisie sont des gros pays de teinture. En général,
industries de teinture sont au bord d'une rivière ou de l'océan. Toutes les eaux polluées repartent directement dans les fleuves ou les mers et c'est une catastrophe écologique. Et Everdye, ça a été monté par Amira, qui est une chercheuse tunisienne, qui avait bossé pour l'OTAN sur de la recherche dans l'armement pour protéger que les fringues des soldats aient des propriétés en cas d'attaque bactériologique ou chimique. Et dans ce cadre-là, elle a développé un procédé pour ancrer sur des fibres une charge électrostatique qui permet de fixer une base très solidement sur cette fibre. Et elle s'est dit un jour, mais en fait, on pourrait sur cette base mettre un pigment. Et elle sort du programme Entrepreneur First et elle vient nous voir avec 2 micro-échantillons de ces biopigments qu'elle avait testés sur 2 séries de 20 body petits bateaux en disant voilà ce que je veux faire. Donc là, tu es vraiment précis. Il y a pas de produit ou à peine un produit, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de clients. Et on avait investi avant, je te l'ai dit, en Clear Fashion, donc Yuka de la mode. Et du coup, on avait une grosse communauté dans le textile, la mode. On est allé chercher en plus quelques personnes qui bossaient chez Solvay, chez Firmenich, donc dans de la chimie. Et en sollicitant notre base de BA, on tombe sur Philippe Berland, qui était à l'époque le CEO de la Redoute, mais qui était un centralien et qui était passé par Petit Bateau. Et donc, qui appelle ses potes de Petit Bateau, qui leur dit, alors, ce test sur les 20 body, est-ce que vraiment c'est bien ou pas? Oui, ça marche, oui, c'est un enjeu clé pour nous. Philippe rejoint le tour. Et dans le tour, on a aussi Romain Liot qui avait monté Adormi, une marque de lingerie américaine vendue à Victoria's Secret, qui rejoint le tour, des gens comme ça. Et au début de sa phase de R&D, Everdye arrive à signer quelques pilotes avec des très belles marques, mais bute un peu sur quelle couleur ils arrivent à générer. Et ils ont un orange super stable, mais c'est la seule couleur super stable qu'ils ont au début. Et en fait, c'est pas le mainstream, quoi. Et Romain, avec Adormi aux US, il met pas de souci, on va sortir une collection capsule pour Halloween et on va faire le premier test à échelle avec cet orange. Voilà. Donc la collection de lancement. Et à ce moment-là, Everdye a vachement grandi et moi je vais voir Philippe en disant écoute Philippe, on cherche le CEO pour faire le 1 à 100 parce que là le 0 à 1 a été fait mais ça y est, on a le truc, ça va être magique. Et Philippe me dit mais écoute, moi j'ai vraiment envie d'un nouveau challenge pour mes 10 dernières années de vie pro. J'adore ce projet, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et donc Philippe est devenu le CEO d'Everdye. Romain les a aidés à fond. Et puis après, bon, il y a plein de BA qui ont apporté plein d'autres contributions géniales. Mais c'est un peu la force de la communauté Asterion. Et Everdye, là, bon, ce sera annoncé bientôt et je ne peux pas nommer les fonds qui participent. Voilà. Mais on vient de faire une très très belle série A pour eux et l'aventure est lancée et ça va être une histoire absolument géniale. Superbe, magnifique. Merci beaucoup pour ce récit. Très beau succès. Est-ce qu'il y a aussi une erreur que tu as commise depuis le lancement d'Asterion et dont tu accepterais de parler? Ouais, écoute, alors elle était compliquée cette question. En fait, je trouve que j'ai fait 2 conneries, mais qui sont des conneries positives. Je me suis pas rendu compte au début de la force de la communauté Asterion. En fait, c'était un peu mon réseau de plein de fois one-to-one. Je connaissais plein de super BA et donc je leur disais, tiens, j'ai vu ce truc, je leur envoyais un mail. Et chacun avait envie d'aider la start-up, mais en fait, ils ne se connaissaient pas entre eux. Et petit à petit, il y en a plein qui m'ont dit oui, mais en fait, moi, je me suis fait des potes parce qu'on a aidé Clear Fashion ensemble, on leur a donné un coup de main, je les ai rencontrés comme ça, mais je n'avais pas fait vivre cette communauté. Et depuis que Antonin, qui avait monté WeShare, qui était un énorme think tank sur l'économie collaborative, basé sur une communauté, nous a rejoints, on a vraiment tout leveragé différemment. Et on l'a appliqué à tous les niveaux. Donc, par exemple, dans notre programme d'accompagnement, on a un club de tous les CTO, un club des Head of Sales, un club des CEO qui font énormément de codev. Et nos BA, nos investisseurs, on les réunit dans plein de formats différents. Life After Exit, on a un programme canon qui s'appelle Immersion, pour former les membres de familles entrepreneuriales françaises qui veulent devenir un peu les référents dans leur famille sur le sujet investissement à impact. On a emmené notre communauté faire du gravel et passer du temps ensemble. Et on se rend compte que du coup, les gens sont encore plus engagés
aident encore plus nos boîtes, deviennent potes entre eux, montent des boîtes ensemble, investissent ensemble dans d'autres projets, rachètent une vigne ensemble, un immeuble qu'ils veulent transformer. Voilà, enfin, et cette force de la communauté, j'en avais pas pris conscience et je pense que les 2 premières années, on n'a pas investi assez pour faire vivre. On n'avait pas réalisé à quel point c'était magique, quoi. Il y a une erreur qu'on a fait, nous, et que j'ai vraiment fait, moi, en lançant Asterion, c'est que j'ai arrêté de parler de ma vie dans la finance en me disant que je voulais vraiment me concentrer sur l'impact. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait revendiquer cette approche très financière et très VC et très perf, et que si tu voulais financer massivement les transitions dont notre monde a besoin, il fallait absolument pas décorréler perf et impact. Et ça, c'est vraiment peut-être une erreur d'ailleurs que beaucoup de fonds impact font, c'est de dire viens faire l'impact et accepte de gagner un peu moins, c'est pas grave, parce que ton argent va avoir du sens. Alors qu'en vrai, le monde est tellement en train de changer qu'on peut vraiment générer une perf très très forte. Et je crois qu'on s'est trompé dans notre manière de communiquer les 2 premières années, en mettant beaucoup plus le focus sur l'impact et cette fibre impact des gens, et en essayant de gommer le côté finance. Or, le monde a besoin de finance pour tourner, et c'est pas un gros mot que de faire de la finance, finalement. Et moi, je crois que j'avais un peu culpabilisé d'avoir été un gros financier, et du coup, j'avais arrêté d'en parler, et je pense que c'était un petit peu une connerie au lancement d'Asterion. Ok, super intéressant. Top. Et toi, c'est un projet que tu as quasiment pris alors qu'il partait tout seul, parce que c'était pas forcément un projet que tu avais imaginé comme étant celui-ci. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes dans Asterion ? Quel est ton objectif peut-être un peu personnel, ou est-ce que tu dis je continue à suivre, ou est-ce que finalement tu as quand même réussi à dessiner une stratégie autour de ce qui s'est mis en place ? Ouais, écoute, ce qui est sûr, c'est que je suis en pleine ikigai, et donc j'ai 54 balais, mais je m'y vois encore à 74, tu vois, ou à 75, si Dieu me prête vie et bonne santé intellectuelle. Mais oui, c'est vraiment, on s'éclate, quoi. Et cette manière de réinventer un petit peu le VC avec un truc dont on n'a pas trop parlé, mais la vision de capital patient, vraiment ce côté partenaire de long terme des entrepreneurs, cette notion de care et d'engagement de notre communauté, où nos LP ne sont que des personnes physiques, donc des entrepreneurs, des familles entrepreneuriales, mais on n'a pas d'instit, c'est que de l'argent expert qui a envie d'aider. La formule est assez magique. Et donc on est en train de le développer en Europe. Là, on a ouvert un chapter à Amsterdam il y a quelques semaines, et on va ouvrir Bruxelles bientôt, Barcelone, Munich. Et on veut ouvrir une dizaine de villes européennes et devenir vraiment un acteur majeur du pre-seed seed. Cette année, pour te donner un ordre de grandeur, on va investir à peu près 25 millions d'euros. Dans 3 ans, on va plutôt investir une centaine de millions d'euros, comme on continue aussi à accompagner nos boîtes qu'on a pris en très early, qu'on fait notre prorata au fil des tours, on déploie de plus en plus. Et donc, on ne manque pas de projets pour fédérer les grandes familles européennes notamment, et puis après, continuer à faire vivre notre communauté d'entrepreneurs. Et donc, c'est assez fascinant. J'ai une dernière question pour toi, Stéphane. J'aime bien demander à mes invités de mener 3 critères à analyser, selon eux, pour reconnaître un bon fonds. Et je veux que tu mettes ta patte, parce qu'elle est singulière, donc je pense que tu as le droit de donner des critères. Ce que tu appelles un bon fond, c'est toi qui le définis. Ouais, écoute, je me suis longtemps posé la question de on serait un bon fond si... Ah parfait, voilà. Mais je pense qu'il faut que tu aies une proposition de valeur, quelque chose à apporter au monde qui soit clair et identifié, et que ta thèse soit hyper claire. Les gens, ils viennent, ils te rejoignent pour un projet donné, et je pense que ça, c'est hyper important. Mais après, nous, on se pose pas, on est en train de monter un fonds de fonds européen dans l'impact, et on sélectionne des équipes qui sont plutôt des first-time funds, de la même manière qu'on a une expertise sur les first-time entrepreneurs, ou en tout cas des équipes qui démarrent. Et du coup, qu'est-ce qu'on regarde ? On s'est dit un peu quels sont nos propres indicateurs de succès ou d'échec. Alors, tu as un peu des vanity metrics, quel est le nombre de decks que je reçois, voilà, et donc à quel point je suis sélectif. Mais par contre, ton taux de coverage, c'est-à-dire par rapport à ma thèse,
est-ce que je reçois vraiment les meilleurs dossiers? Est-ce que je les reçois avant tout le monde? Et combien de dossiers je n'ai pas vus et qui sont des deals qui ont été faits par les copains ou par d'autres fonds? Ça, c'est un enjeu qui est vraiment déterminant, ta capacité à sourcer. Alors chez nous, c'est la marque Asterion un petit peu, c'est le réseau des partenaires un peu, mais c'est surtout notre communauté qui est dingue. On a 1200 investisseurs, donc dès que tu as un mec ou une nana qui lance un projet, a priori, elle va en parler à quelqu'un, et ce quelqu'un, a priori, va la rediriger vers nous. Mais chaque fonds, sa recette. Tu vois, Kima, c'est Jean tout seul qui, de par sa notoriété, génère un inbound de dingue. Je pense que Kima voit à peu près tous les dossiers de la place. Mais ce taux de coverage, il est vraiment essentiel. Et après, un indicateur qui est hyper intéressant à suivre et pour ceux qui nous écoutent, une question à poser au fond, je pense, c'est leur win ratio. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé de bider pour une start-up, tu remets ta term sheet et dans combien de cas sur 100 tu gagnes? Parce que tu veux gagner les meilleurs deals. Et ce win ratio est un super indicateur et ça montre ta capacité à apporter vraiment de la valeur aux startups dans lesquelles tu investis. Parce que les entrepreneurs, ils ne sont pas cons, ils vont choisir les fonds qui leur apportent un max de valeur et donc ce win ratio, il est clé. Alors ça peut être ta notoriété, ta capacité à les emmener aux US, dans notre cas, notre capacité à leur faire un biz dev de dingue. Enfin voilà, chaque font sa proposition de valeur, mais ce win ratio me paraît vraiment, vraiment déterminant. En tout cas, quand tu regardes des fonds qui n'ont pas encore 20 ou 30 ans d'historique et donc où tu peux t'appuyer sur leur perf, la comparer par rapport à leur pair, moi, c'est les deux indicateurs qui me semblent un petit peu clés. Super. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis à très vite. Ok. Voilà. Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.